Je n'ai pas vu un seul territoire dans lequel l'intercommunalité n'a pas changé la vie quotidienne des habitants. Les intercommunalités sont les maîtres d'œuvre de la transition écologique dans les territoires. Une interco, quelle que soit sa strate, elle gère des compétences majeures. Une autre conviction, c'est que le bassin de vie est le bon échelon. On veut du sur-mesure pour nos territoires, on ne veut pas que tout soit décidé d'en haut et on veut une visibilité. Une forme de souplesse et surtout de sur-mesure qui fait la richesse de l'intercommunalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Territoire, un podcast d'Intercommunalité de France. Au programme, des entretiens pour éclairer les enjeux des élus et agents locaux. Je suis Baptiste Gapen, journaliste, et je vais tenter d'être votre porte-parole, d'amener à nos invités vos questions, intuitions ou besoins. Notre idée, vous proposer des interviews inspirantes sur différents thèmes pour répondre à vos problématiques du quotidien. Aujourd'hui, pour notre second épisode, nous rencontrons Viviane Hamon, consultante. Elle est spécialiste des questions liées au développement territorial, à la protection de l'environnement et à la maîtrise de l'énergie. Elle a participé à différentes études et avec elle, nous allons parler de la motivation des élus au moment de s'engager dans la rénovation énergétique. Bonjour Viviane Hamon. Bonjour. Vous avez notamment participé à une étude de l'ADEME et de la Banque des territoires intitulée « Sociologie de la décision de rénovation énergétique des bâtiments publics des petites et moyennes communes ». Elle date de 2021 et dans sa partie contexte, on y trouve les phrases suivantes. Cette étude trouve son origine dans un constat commun, celui de la faible dynamique de la rénovation énergétique du parc des bâtiments communaux. Celle-ci est pourtant depuis plusieurs années un objectif fort des politiques publiques de transition énergétique. Mais vous parlez aussi des difficultés à, je cite, susciter un large et profond mouvement des collectivités locales vers la rénovation énergétique. Est-ce que ce constat est encore d'actualité en 2023 ? Au moins, ça a changé les factures des les factures d'énergie des collectivités territoriales. Je ne suis pas sûre que ça simplifie quand même les parcours qu'elles ont à faire et leur prise de décision. L'enjeu est certainement beaucoup plus présent dans les esprits. Maintenant, la capacité à faire reste sans doute toujours aussi difficile à cause des nombreux freins qu'il y a à faire des rénovations vraiment performantes sur le plan énergétique. Ouais, elles se rendent compte du retard, peut-être aussi. Quand on a fait l'étude, on constatait que les factures d'énergie, tout poste confondu dans une collectivité territoriale, c'était à peu près 5% du budget de fonctionnement. Avec les augmentations des factures aujourd'hui, ce pourcentage devient certainement beaucoup plus élevé aujourd'hui. Sachant que c'est le premier poste de dépense après la masse salariale. Donc de toute façon, c'est celui sur lequel il faut jouer en priorité pour faire des économies dans les communes. Mais c'est vrai que dans l'étude, vous parlez de confort, notamment de confort d'été. On peut se dire que là, on n'est plus dans une notion de confort, on est dans une notion d'urgence. Pour pouvoir maintenir un budget et faire des choses même en dehors, il faut avoir fait des efforts ailleurs. En fait, l'énergie, c'est un budget contraint. Comme la masse salariale, c'est un budget contraint. Et donc, à partir du moment où les élus souhaitent continuer à apporter le maximum de services possibles aux citoyens, aux habitants de leur ville, eh bien, il faut qu'elles arrivent à maîtriser leur budget de fonctionnement, en fait, de manière à ce que toutes les dépenses contraintes soient les mieux contenues possibles, de manière à avoir de l'argent disponible pour des actions à caractère social, culturel, sportif, enfin, tout ce qui va jouer et compter aux yeux des habitants. Avec les bâtiments publics, il y a un parc pléthorique, vous dites dans l'étude. Il y a beaucoup à faire. Oui, parce qu'on a eu les 30 Glorieuses en France, hein, et donc en fait, et puis cette image qui colle à beaucoup d'élus, qui est l'image du maire bâtisseur, c'est-à-dire on sait à quel point voilà, l'inauguration, couper le ruban, l'inauguration des nouveaux bâtiments,
ça a été vraiment quelque chose qui marquait les mandats des élus, qui marque encore les mandats des élus. Et donc, ça s'est traduit par les zones rurales chaque village avait sa salle polyvalente, avait un ensemble de bâtiments comme ça. Et ces bâtiments, ils ont malheureusement été construits dans les 30 Glorieuses, donc à une époque où on ne s'intéressait pas à la performance énergétique des bâtiments, à leur isolation. Et entre-temps, en plus, c'est un parc qui a été très peu et très mal entretenu. Donc en fait, elles sont non seulement à la tête d'un parc pléthorique, mais elles sont à la tête d'un parc qu'on a pu qualifier d'à bout de souffle, en fait. Avec une idée qui, pour l'instant, est celle qui nous dirige pour la rénovation énergétique, c'est celle de dire, bon, il y a des aides qui existent. Ça, vous le dites souvent dans l'étude, vous dites, oui, les aides, elles existent, mais en fait, il y a beaucoup de freins pour pouvoir arriver au moins jusqu'à ces aides, et pour pouvoir prendre la décision, au moins, de les utiliser. Nous, en tant que sociologues, on a tendance à dire la rénovation énergétique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la rénovation. Et en particulier, si on parle de rénovation énergétique performante, exigeante, il va falloir tout reprendre dans le bâtiment. Donc en fait, que ce soit sur le parc de logements ou sur le parc des bâtiments publics, la condition pour atteindre la performance énergétique, dans la plupart des cas, c'est de faire des rénovations profondes. Et les élus raisonnent comme ça, c'est-à-dire c'est parce que leurs bâtiments ont besoin d'une rénovation profonde, parce que il date des 30 Glorieuses, parce qu'il a mal été entretenu, parce qu'il n'est plus aux normes d'aujourd'hui, parce que ça ne correspond plus aux usages qu'on en a aujourd'hui. Il faut donc tout reprendre les bâtiments, et à cette occasion-là, on va embarquer la performance. C'est ça qui rend possible d'embarquer la performance. Donc ça fait quoi? Ça fait des projets qui sont évidemment très complexes à monter, parce que c'est de la programmation, c'est une réflexion architecturale dans laquelle l'énergie et la performance énergétique vont venir s'embarquer. Les projets des collectivités locales ne se montent qu'à condition qu'il y ait un fort taux de subvention. Donc elles ne vont partir sur un projet qu'à condition que les subventions soient à un niveau élevé, allant jusqu'à 80%. C'est vraiment ce qu'elles recherchent. Le problème de ces subventions, c'est qu'elles sont relativement multiples. Donc il va y avoir des subventions vraiment fléchées sur la rénovation énergétique, mais il va y avoir des subventions qui vont provenir du ministère de la Culture si on est dans un conservatoire de musique, qui vont venir du ministère des Sports si on est sur un équipement sportif, enfin qui peuvent venir de beaucoup de ministères différents, et qui ont chacun leurs critères, leurs conditions, et en particulier des critères d'éco-conditionnalité qui sont souvent largement pas au niveau de ce qu'il faudrait exiger pour atteindre la performance énergétique. Et puis avec un autre frein qui est celui que quand on rénove, ça se voit pas forcément tout de suite. Et c'est moins attirant politiquement, en tout cas, c'est ce que vous dites. Oui, en tout cas, il y a des choses qui ne se voient pas, qui va être l'épaisseur d'isolant, enfin toutes les choses qui sont absolument fondamentales pour faire la performance, la chaudière, l'épaisseur d'isolant, etc., qui ne sont pas spectaculaires du fait que de toute façon elles sont invisibles en fait. Et donc les bâtiments neufs, oui. Ou alors, il y a aussi une alternative qui peut être utilisée en matière d'énergie, qui est la présence spectaculaire de panneaux photovoltaïques en toiture ou des choses comme ça, qui vont être vraiment visibles par le citoyen en tant que symbolique d'une action en faveur de l'énergie. Oui, mais vous le dites, il ne faut pas oublier que si on produit de l'électricité de manière renouvelable avec des panneaux par exemple, il ne faut pas oublier la sobriété derrière, sinon on n'y arrive pas. Ah oui, et puis mettre des panneaux photovoltaïques, ça suffit pas pour chauffer. Le mantra de Négawatt qui dit c'est d'abord la sobriété, ensuite l'efficacité et après on va faire du renouvelable, ça devrait être appliqué partout quand on parle de rénovation énergétique. Est-ce que c'est dans les freins des collectivités que vous avez interrogées pour cette étude? C'est quelque chose qui ressort, cette idée de pouvoir se dire non, la rénovation, on ne s'y engage pas parce que c'est pas assez politiquement payant? La notion de, sinon politiquement payant, mais en tout cas la notion de visibilité, elle va s'exprimer dans le choix des bâtiments qui vont être rénovés. Et dans ce domaine-là et auprès des collectivités locales, il y a une pensée d'ingénieurs
qui consiste à dire on va faire des audits et des diagnostics sur tous les bâtiments, on va les hiérarchiser, on va voir ceux qui consomment le plus et on va s'y attaquer dans un plan pluriannuel d'investissement et on va commencer par le plus énergivore, etc. Ça, c'est le raisonnement d'ingénieur, en fait, c'est le raisonnement objectivant des consommations, mais qui n'est pas celui qui va être pris en compte par les élus, parce que les élus, ils vont prendre en compte aussi d'autres dimensions qui sont le besoin de rénovation, non pas énergétique, mais par ailleurs du bâtiment, sa visibilité auprès des électeurs, par exemple, c'est ce qui explique selon nous que les écoles sont souvent les premières qui sont rénovées, parce que les écoles, ça parle, c'est les enfants, c'est les parents, c'est l'ensemble de la population qui est touchée à travers une rénovation qui dépasse la simple rénovation énergétique. La dimension strictement technique, elle est alimentée aussi pour prendre la décision de dimensions qui vont être les usages, la remise aux normes, le vieillissement des bâtiments, tout un ensemble de dimensions qui vont rendre possible une rénovation globale dans laquelle la performance énergétique va pouvoir être recherchée. Ça me fait penser à autre chose que j'ai pu voir dans l'étude sur la nécessité de prendre en compte le temps long aussi, de pouvoir voir plus loin. Vous en parlez bien quand vous parlez des pionniers qui ont pris le temps de se poser et qui ont un plan pour plusieurs années et non pas un plan de mandat finalement. Il y a un point qui est tout à fait important dans les collectivités locales, c'est une espèce de montée en compétences, de montée en culture des équipes. C'est-à-dire qu'une première... ça ne s'improvise pas, la rénovation. Et je pense qu'autant sur le neuf, et on peut le dire sur le bâtiment en général, je vais prendre un petit détour, mais les artisans disent pour faire du neuf, on peut être un bourrin, pour faire de la rénovation, c'est tout à fait autre chose. Je pense que pour les collectivités locales, c'est la même chose. C'est-à-dire faire un bâtiment neuf, c'est certainement d'une certaine manière plus facile que de faire des rénovations. Il y a une complexité de la rénovation qu'on ne retrouve pas dans le neuf. Et donc c'est ça aussi qui va induire un temps beaucoup plus long. Après, dans le temps long, il y a aussi que ces bâtiments qui sont à rénover, ils sont occupés. Et donc va rentrer aussi dans la logique de choix des bâtiments, dans la logique de chantier et dans la logique de programmation, le fait de pouvoir relocaliser les usages, relocaliser les occupants de ces bâtiments. Voilà, il y a un maire qui racontait, rénover une école, c'est trouver des autobus pour amener les enfants du quartier dans une autre école, c'est trouver une nouvelle cantine, c'est éventuellement monter des algécos, etc. Donc il y a aussi une conduite de tout ce qui est induit par le chantier qui va être beaucoup plus compliqué. Et qui va être un frein. Alors qui va non seulement être un frein, mais qui va être aussi un coût supplémentaire. Et ce qui est signalé par les élus, c'est que ces coûts supplémentaires ne rentrent pas dans le bilan d'opération et donc ne rentrent pas dans ce qui est finançable. Il va falloir qu'ils trouvent ces coûts supplémentaires, la manière de faire face à ces coûts supplémentaires à travers leur budget de fonctionnement. Et c'est pas toujours simple à faire. Il y a un autre mot qui revient souvent, c'est le mot récit. Finalement, comment vous l'intégrez à cette notion justement de frein, à cette notion d'élu qui parfois hésite peut-être à se lancer dans la rénovation? Alors sur la notion de récit, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui majeur qui serait que le récit valorisant pour le maire soit le récit du maire rénovateur. Et du maire mis en valeur à travers les rénovations. Parce que, en fait, les rénovations, ça va entraîner un meilleur confort dans des bâtiments existants. Et quelque part, c'est un récit du prendre soin de sa population. De prendre soin des enfants qui sont à l'école, de prendre soin des employés qui sont dans une mairie, de prendre soin des sportifs dans un bâtiment sportif, etc. Et
c'est un récit qui peut être extrêmement valorisant aujourd'hui quand on parle de sobriété, quand par ailleurs on sait que les enjeux de rénovation sont pris en compte aussi par les particuliers qui rénovent leur maison. Donc il y a vraiment un récit à créer autour du maire rénovateur. Il n'existe pas ce récit dans les collectivités que vous avez étudiées en tout cas? Non, je pense que le récit du maire bâtisseur, il a la peau dure. Oui, vous dites d'un moment, même dans l'étude, vous dites un maire en bon père de famille. Cette expression-là, on l'a réservée aux maires ou aux élus en général qui vont faire de l'entretien courant. Donc, ça va, voilà, on va repeindre les salles de classe à intervalles réguliers, on va bricoler à droite, on va bricoler à gauche, on va pas trop dépenser, mais on va faire en sorte que les bâtiments fonctionnent. Mais quand on est sur une passoire thermique, ça suffit vraiment pas. Et donc, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que les rénovations les plus performantes, elles vont avoir lieu dans des communes où il y a un récit de mandat, une vision qui n'est pas forcément écologiste, qui peut être d'une autre nature, mais où on a un récit, une vision d'avenir qui porte le projet de mandat. Et quand je dis porter le projet de mandat, c'est si ce récit est puissant, porté évidemment par le maire, mais il est porté aussi par ce qu'on a appelé son équipe rapprochée, c'est-à-dire son DGS, son directeur des services techniques, enfin un certain nombre de personnes qui font partie de son équipe rapprochée et qui vont faire en sorte que ce récit de mandat arrive à son terme. Et à partir de là, et si les éco-conditionnalités sur les subventions étaient plus fortes, ça peut être un récit porté sur le social, sur le sport, sur la culture ou sur les transitions énergétiques. Mais en tout cas, elles vont porter que les bâtiments afférents au récit vont être rénovés. Sur cette idée du maire qui décide, mais qui doit être accompagné par ses équipes, il n'est pas seul. Les équipes plutôt de techniciens, elles vont avoir deux rôles. Monter techniquement le projet, 3 rôles même. Monter techniquement le projet, trouver les subventions qui vont bien et trouver les arguments, tous les arguments qui vont convaincre l'équipe municipale de prendre la décision. Et ces arguments, nous on a trouvé que c'était des arguments qui étaient rarement des arguments écologistes. Ou des arguments, même assez étonnamment. Alors, c'était intéressant que vous commenciez par est-ce que 2023, après l'augmentation faramineuse du prix des énergies, peut avoir changé quelque chose. Mais assez paradoxalement, le retour sur investissement d'une rénovation énergétique est jamais pris en compte, en fait. Et donc, un des argumentaires, par contre, qui peut très très bien marcher, c'est l'argumentaire de les dépenses qu'on ne fait pas grâce à la rénovation. Et donc, la maîtrise du budget de fonctionnement que permet la rénovation. Mais on ne demande pas au bâtiment d'avoir un retour sur investissement, enfin la rénovation du bâtiment, d'apporter un retour sur investissement lié au bâtiment. Ça n'a pas de sens dans une commune. Si on parle des freins maintenant liés au financement et au passage à l'action, finalement, une fois qu'on a été convaincu et qu'on est décidé, vous citez plusieurs exemples sur le financement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, de toute façon, le financement, c'est subvention. Et après, on complète. Donc, la difficulté sur les subventions, il y a une difficulté de veille, tout bêtement. Je me souviens d'une petite commune de 400 habitants avec un maire très isolé et sa secrétaire de mairie à mi-temps. Et il raconte que sa secrétaire de mairie passe 50% de son temps sur la veille subvention. Donc c'est énorme. C'est énorme en termes de temps et d'enjeux, évidemment. Et donc en fait, les subventions, il y a des subventions hyper classiques, la DSIL, la DETER, mais pour monter un projet de rénovation ambitieux, il va falloir aller taper dans plein d'autres enveloppes. Et à partir de là, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et si je reprends ce même maire,
il me montrait que sur un projet, il avait un dossier qui faisait 15 cm de haut uniquement sur ses dossiers de demande de subvention. Et la fameuse ingénierie dont Alors, ne disposent pas toujours les collectivités. Non, et surtout financière. Surtout financière. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Autant il peut y avoir une ingénierie technique, un accompagnement sur les questions techniques, et ça demanderait à être nuancé. Autant sur les questions d'ingénierie financière permettant de monter les projets, effectivement, c'est un gros vide à l'heure actuelle. C'est là où l'intercommunalité peut aussi avoir un rôle en ayant une strate au-dessus, en ayant une équipe un peu plus... Oui, et même dans les intercommunalités, en tout cas, c'est là que ça se déroulait dans le comité de pilotage de notre recherche. On avait la FNCCR et qui avait un projet d'accompagnement des collectivités locales sur la rénovation, qui a un programme, pas un projet, un programme d'accompagnement, et qui, à l'occasion de ce programme, a compris que, ben oui, c'était bien d'avoir des conseils qui permettent de regarder les bâtiments sur le plan technique, mais qu'il était indispensable qu'ils se dotent de conseillers qui permettent l'ingénierie financière. Parce que c'était le point sans doute le plus bloquant. Les questions techniques, ça se résout. L'ingénierie financière, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aussi que les élus n'aient pas peur d'aller chercher ces subventions, qui déculpabilisent aussi de l'idée de se dire, en fait, je dépense. Sur les subventions, ils n'ont vraiment pas peur d'y aller. Par contre, ils ne partent pas tous à armes égales. C'est-à-dire que ce qui est noté aussi, ce qui est noté au cours de cette enquête, c'est qu'il y en a qui sont mieux placés pour aller chercher les subventions, qui sont mieux outillés, qui connaissent le préfet, qui ont éventuellement aussi un mandat de député, donc qui ont des portes ouvertes que tout le monde n'a pas. Et donc, chez les élus, et en particulier dans les communes les plus petites, il y a réellement un sentiment d'injustice par rapport à cette chasse aux subventions, mais à cette guerre aux subventions aussi, parce que les enveloppes sont pas déployables complètement. Et donc, sur l'idée, et du côté, ce qui nous a été aussi expliqué pendant cette étude, c'est que du côté de ceux qui instruisent les dossiers de demande de subvention, ben, ils ont eux aussi des comptes à rendre, il faut qu'ils dépensent leurs enveloppes, et donc ils vont avoir leurs préférés, les bons élèves, c'est-à-dire les communes dans lesquelles ils savent que s'il y a un projet, s'il y a une demande de subvention sur un projet, il va aller jusqu'au bout, il y a des équipes derrière pour le conduire, etc. Il y a des culpabilisations, vous en parliez pour l'emprunt, j'ai fait une Alors erreur. oui. Alors par contre, oui, les subventions, ils y vont, ça c'est pas un souci. Par contre, effectivement, on est quand même, le discours politique ambiant qui va être relayé par les journalistes économiques, par la presse, etc. C'est l'endettement de la France, l'endettement qu'on laisse à nos enfants, etc. Alors ce discours, il est entendu 5 sur 5. Oui, vraiment 5 sur 5. Et donc, il y a une aversion pour l'emprunt, puisque l'emprunt, c'est de l'endettement. Et il y a vraiment une chape de plomb sur cette question-là, parce qu'il y a des injonctions morales à ne pas s'endetter. En fait, Et donc oui, il va y avoir quand même des emprunts, mais si on peut les éviter, donc les montages financiers préférentiels qu'on a constatés nous dans les petites et moyennes communes, c'est subvention plus autofinancement, plutôt que de s'endetter. Dernière question, si on se met à la place par exemple du président d'une intercommunalité, il y a beaucoup à faire, d'accord, on l'a dit, le parc est pléthorique. Comment on fait pour avoir à la fois une quantité de travaux importante, mais aussi la qualité qui va avec? La deuxième chose qui manque vraiment dans les collectivités en termes d'ingénierie, c'est de l'ingénierie de conduite de projets immobiliers lourds. Et donc en fait, dans beaucoup de services techniques, on nous a dit, la maintenance on sait faire, l'entretien au quotidien on sait faire et on est noyé. Mais une opération de réhabilitation lourde qui va amener à un haut niveau de performance énergétique, on le fait une fois tous les 2 ans, une fois sur un mandat.
Et donc, on n'a pas la capacité à suivre ça. En tout cas, on peut guère en faire plus d'un ou deux par an. Et donc, sur ce type d'opération, il y a un besoin d'ingénierie qu'on a appelé extérieure. Ce qui ne veut pas dire d'ingénierie qu'on va forcément reporter sur le privé, mais il y a un exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une société publique locale qui s'appelle OSE et qui prend en charge pour ses actionnaires qui sont des collectivités locales, qui prennent en charge ces opérations très lourdes de réhabilitation. Et pour nous, c'est pas forcément le seul modèle, mais c'est certainement un modèle qui permette de conduire, de mener à bien des projets de rénovation ambitieux au sein du système collectivité territoriale, mais sans alourdir la charge qui revient individuellement sur les collectivités. Donc c'est sûr, après, au niveau des intercommunalités aussi, ce qui peut jouer, c'est qu'on a parlé de bâtiments, d'un nombre pléthorique de bâtiments. Dans les décisions à prendre par les collectivités, il y a éventuellement tout ce qui est l'optimisation du parc, en fait. Et donc, peut-être que la meilleure rénovation, c'est celle qu'on ne fait pas en vendant des bâtiments publics qui sont devenus obsolètes, inutiles, redondants au sein d'une intercommunalité ou autre. Pour aller plus loin, après cette étude, finalement, qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps d'observer dans cette étude ? Alors, mon grand regret à travers cette étude, c'est de ne pas être allé interroger en détail les services des marchés, ceux qui sont donc à la jonction entre le projet et la manière dont il va être mis en œuvre, qui va conditionner le choix des modes d'intervention, etc. Donc, les services des marchés, si on a bien compris, ils sont débordés. Ils sont les garants juridiques auprès de leur maire et auprès évidemment derrière des services de contrôle. Et donc, ils ont tendance à être très conservateurs et à ne pas permettre l'innovation dans la manière de passer des marchés, l'innovation par rapport à des expérimentations, etc. Et ils peuvent être d'autant plus bloquants pour peut-être faire exploser des projets qui pourraient être extrêmement intéressants, extrêmement performants, qu'ils sont seuls à maîtriser ces compétences-là au sein de la commune. Et donc, on peut avoir des chargés de mission énergie dans les communes, des chargés de mission environnement, qui vont aller vraiment embêter très très fort le directeur des services techniques et le service maintenance et les services techniques, mais qui n'auront peut-être pas les mêmes compétences pour aller aussi titiller leur service des marchés. Et notamment quand on va aller travailler avec les acteurs locaux, c'est là aussi où parfois les acteurs locaux ont du mal à répondre à ces appels d'offres aussi et à pouvoir participer. Absolument, et en fait, il y a quand même une culture du moins-disant parce que c'est le moins attaquable. Et donc le moins-disant en matière de performance énergétique, c'est en général jamais le bon choix. Et ça, c'est tout à fait dommage. Merci Viviane Hamon. C'est la fin de ce deuxième épisode de notre podcast. Retrouvez les liens évoqués dans la discussion avec Viviane Hamon dans les commentaires et la description de ce podcast. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Territoire, le podcast d'Intercommunalité de France.